Et si je vous disais que 98% de vos échecs, de vos doutes, de votre procrastination n'ont jamais été entièrement de votre faute? Et si, depuis le début, une force invisible, un architecte silencieux de la médiocrité, tirait les ficelles de votre vie sans même que vous vous en rendiez compte? Ça ressemble au scénario d'un film, je sais. Pourtant, c'est la conclusion terrifiante à laquelle est arrivé un homme qui a passé 25 ans de sa vie à étudier ce qui sépare le succès de l'échec. Son nom, Napoléon Hill. Après avoir décrypté le secret des hommes les plus puissants de son époque, il s'est attaqué à l'autre face de la médaille. Pourquoi tant de gens, malgré leurs efforts, n'y arrivent tout simplement pas? Cette quête l'a mené à écrire un livre si direct, si controversé, que sa propre famille l'a caché pendant plus de 70 ans. Écrit en 1938, il n'a vu le jour qu'en 2011, parce qu'il contenait ce que Hill lui-même décrivait comme une conversation bien réelle avec le diable. Évidemment, on ne parle pas d'une créature avec des cornes et une fourche. Le diable de Hill est une métaphore géniale pour cette force négative en nous, cet ensemble de peurs et de mauvaises habitudes qui nous empêchent d'atteindre notre potentiel. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous souffle de remettre à plus tard, qu'on n'est pas assez bon, que c'est trop risqué. C'est la somme de toutes les influences qui nous maintiennent dans le brouillard et la passivité. Dans cet entretien imaginaire, Hill force le diable à tout avouer. Il lui arrache ses secrets les plus sombres, les mécanismes qu'il utilise pour contrôler l'esprit de 98% de l'humanité, et les condamner à une vie de regrets silencieux. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de résumer ce livre. On va faire ce que le diable craint le plus. On va prendre ces 7 secrets, ces 7 armes les plus puissantes, et les transformer en un plan d'action concret pour vous. Pour chaque piège, on va vous donner l'antidote exact pour non seulement vous défendre, mais pour reprendre définitivement les commandes. Ce qui suit, ce n'est pas juste une autre vidéo de développement personnel. Voyez ça comme un manuel de libération. Alors restez bien attentifs parce qu'on va entrer dans la tête de votre plus grand adversaire pour en ressortir plus fort, plus clair et surtout plus libre. Secret numéro 1, la dérive hypnotique, le drifting. Le premier secret, le plus puissant de tous, celui que le diable considère comme son chef-d'œuvre, est un état mental qu'il appelle la dérive. La confession du diable. Imaginez Hill demandant au diable « Quelle est ton arme principale ?» Comment tu arrives à capturer presque tout le monde sans qu'ils ne s'en aperçoivent? Voici ce qu'il répondrait. C'est facile. Je ne les force à rien. Je ne les pousse pas vers l'échec. Je les encourage juste à ne rien décider. Je les garde dans un brouillard mental permanent, cet état de dérive. Une personne qui dérive laisse les circonstances décider pour elle. Son esprit est comme une feuille morte emportée par le vent. Elle est influencée par l'avis de ses voisins, les gros titres des journaux, les peurs de sa famille, les distractions du moment. Elle n'a pas de cap, pas de destination. Son esprit ne lui appartient pas, il est à la disposition du premier qui veut s'en servir. Le diable continuerait « La dérive, c'est mon anesthésiant le plus efficace. Je l'installe très tôt. À l'école, on leur apprend à retenir des faits, pas à fixer leurs propres objectifs. On leur apprend à suivre des ordres, pas à prendre des initiatives. Ils sortent de l'école sans la moindre idée de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors ils prennent le premier job qui se présente. Puis, ils se marient parce que c'est comme ça qu'on fait. Ils achètent une maison parce que leurs amis le font. Leurs journées sont une succession d'habitudes, pas d'intention. Ils ne vivent pas, ils sont vécus. Et le plus beau, c'est qu'ils ne se révoltent jamais. Une personne sous anesthésie ne sent pas ses propres chaînes. La leçon est l'antidote. Alors, comment on brise ce charme? L'antidote est le principe le plus fondamental de Hill. La précision de l'objectif. La dérive, c'est flotter sans but. La seule façon de s'en sortir, c'est de définir un port, une destination claire, précise, qui vous brûle de l'intérieur. Il ne parle pas d'une vague résolution du genre « je veux perdre du poids ». Il parle d'un objectif principal précis. Une déclaration si limpide qu'un enfant pourrait la comprendre et voir le résultat. Avoir un objectif précis, ça agit comme un filtre pour votre cerveau. Soudain, au lieu de voir du bruit, il voit des opportunités. Au lieu de voir des distractions, il voit des obstacles à contourner. Donner un but à votre esprit, c'est lui donner une mission. Et un esprit en mission ne peut pas dériver. On reconnaît facilement les gens qui ne dérivent pas. Leurs décisions sont rapides, ils ont une étincelle dans le regard, ils parlent de leurs projets avec passion et ne perdent pas leur temps à se plaindre. Ils sont les capitaines de leur âme. Votre plan d'action concret. 1. L'isolement est la question unique. Prenez une feuille et un stylo. Isolez-vous 30 minutes, sans téléphone, sans rien. Posez-vous cette seule question. Si l'échec était impossible, si l'argent et la vie des autres n'avaient aucune importance,
Qu'est-ce que je voudrais vraiment faire, être et avoir? Laissez tout sortir, sans censure. 2. La cristallisation de l'objectif. Dans votre liste, trouvez l'idée qui vous donne le plus d'énergie, celle qui vous fait un peu peur mais vous excite en même temps. C'est sûrement votre objectif principal. Maintenant, mettez-la en une phrase claire et positive. Pas « je ne veux plus de dettes », mais « d'ici le 31 décembre 2026, je générerai un revenu de X euros grâce à décrire l'activité, ce qui me permettra de décrire le style de vie ». Troisième, l'affirmation quotidienne. C'est l'étape que 99% des gens zappent. Chaque matin et chaque soir, lisez cette phrase à voix haute, avec conviction. Le but n'est pas la magie, mais de graver cette mission dans votre subconscient pour qu'il travaille pour vous 24 heures sur 24. Vous programmez votre cerveau pour qu'il arrête de flotter et commence à naviguer. Et ne sous-estimez pas cet exercice. C'est votre premier acte de rébellion. C'est dire au monde et à vous-même « Je ne suis plus à la dérive, c'est moi qui tiens la barre ». Secret numéro 2, les 6 peurs fondamentales. Dès que quelqu'un décide de sortir de la dérive, le diable sort sa deuxième meilleure arme, la peur. La peur paralyse l'action et ramène les esprits libres dans le troupeau. La confession du diable, interrogé sur la peur, le diable rirait. « Ah, la peur, mon terrain de jeu préféré. C'est mon agent de recouvrement. Dès que quelqu'un lève la tête en se disant « je veux plus », j'envoie mes 6 fantômes lui rendre visite. Et ils sont si efficaces que la plupart des gens leur ouvrent la porte. Ces 6 peurs sont les barreaux de la prison la plus sûre au monde, celles que les gens se construisent eux-mêmes dans leur tête. Quels sont ces fantômes? La peur de la pauvreté, la pire de toutes. Elle ne se contente pas de faire craindre le manque. Elle murmure le doute, l'infériorité. Elle pousse les gens à accepter des boulots qu'ils détestent juste pour la fausse sécurité d'un salaire. La peur de la critique, mon chef-d'œuvre. Qu'est-ce que les gens vont penser? Cette simple question a tué plus de rêves que toutes les guerres de l'histoire. Elle force les gens à porter un masque, à cacher qui ils sont vraiment. La peur de la maladie, je l'alimente avec l'hypocondrie, la focalisation sur chaque petit bobo. Quelqu'un qui a constamment peur pour sa santé n'a ni l'énergie, ni l'envie de construire quoi que ce soit. La peur de la perte de l'amour, elle nourrit la jalousie, la suspicion. Elle pousse les gens à accepter des relations toxiques ou à saboter les bonnes, de peur d'être abandonnés. La peur de la vieillesse, la peur de devenir inutile, de perdre sa force. Elle fait regarder en arrière avec regret plutôt qu'en avant avec espoir. La peur de la mort, la reine des peurs. Le grand point d'interrogation qui rend tout le reste vain. Je l'utilise pour faire croire aux gens qu'ils ont tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces peurs, conclurait-il, ne sont que des états d'esprit. Elles n'ont aucune substance. Mais si on les accepte, elles deviennent la réalité qui gouverne notre vie. La leçon est l'antidote. Face à ça, l'antidote de Hill repose sur 2 idées. L'apprentissage par l'adversité et la maîtrise de soi. Hill a compris que la peur n'est qu'un signal, une pensée, amplifiée par l'imagination. La seule façon de la battre, c'est de l'affronter avec l'action et l'analyse. Chaque échec, chaque difficulté, contient la graine d'un succès équivalent ou supérieur. C'est ça, l'apprentissage par l'adversité. Un échec n'est pas une preuve que vous êtes nul, c'est un feedback. C'est l'univers qui vous dit « pas par là, essaie autrement ». La plupart voient un mur. Ceux qui réussissent voient un panneau indicateur. La maîtrise de soi, c'est la capacité de diriger ses pensées. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la peur de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. C'est choisir de se concentrer sur son objectif plutôt que sur les scénarios catastrophes de notre imagination. Votre plan d'action concret. 1. L'inventaire des peurs. Prenez une feuille, 6 colonnes, une pour chaque peur. Soyez brutalement honnête. Listez toutes les façons dont chaque peur influence vos décisions. Sous peur de la critique, je n'ose pas poster sur LinkedIn, je ne donne pas mon avis en réunion. Rien que le fait de les nommer leur enlève déjà beaucoup de pouvoir. 2e, la déconstruction logique. Prenez la peur qui vous paralyse le plus. Demandez-vous, quel est le pire scénario réaliste qui pourrait arriver? Puis, est-ce que j'y survivrai? Quelles seraient les 3 étapes pour m'en remettre? Vous verrez que le pire est souvent bien moins terrible que le monstre créé par votre esprit. 3e, la banque de courage. Pensez à 3 moments de votre vie où vous avez eu peur, mais où vous avez agi quand même, et où ça s'est bien terminé. Décrivez-les, ressentez la fierté. C'est votre preuve personnelle que vous pouvez battre la peur. Relisez ces histoires chaque fois qu'une nouvelle peur se pointe. 4e, l'action imparfaite immédiate. L'action tue la peur. Quelle est la plus petite chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour affronter une de vos peurs? Peur de la critique. Postez un commentaire constructif. Peur de l'échec dans un projet?
Faites 15 minutes de recherche. L'élan créé par une petite action est le meilleur remède à la paralysie. Secret numéro 3, la contamination environnementale. Une fois la peur installée, le diable a une stratégie encore plus maligne pour qu'elle s'installe durablement. Il délègue. Il sous-traite le maintien de la peur et de la dérive à votre entourage. La confession du diable, il demande « Comment tu fais pour que les gens restent bloqués, même quand ils ont des éclairs de lucidité ?» Le diable sourit « Je n'ai presque rien à faire. Je les place juste dans le bon environnement. L'esprit humain est une éponge. » Il absorbe les attitudes et les pensées de ceux qui l'entourent. C'est la contamination environnementale. Je m'assure qu'il soit entouré d'autres dériveurs. La famille bienveillante qui dit « Sois prudent, garde ton emploi sûr ». Les amis qui passent leur temps à se plaindre et qui regardent de travers celui qui essaie de s'en sortir. Les collègues qui se moquent de toute ambition. Et mon meilleur outil de contamination de masse, ce sont les médias. Un flux constant de mauvaises nouvelles, de scandales, de peurs. Je les noie sous des infos inutiles qui occupent leur esprit et les empêchent de penser par eux-mêmes. Une personne qui consomme passivement des infos négatives 2 heures par jour devient cynique, méfiante et passive. Elle est parfaitement neutralisée. Pourquoi ferais-je le sale boulot quand leurs parents, leurs amis et leurs journalistes préférés le font pour moi ? Gratuitement, ils deviennent les gardiens de leur prison mentale mutuelle et ils appellent ça être réaliste. La leçon est l'antidote. L'antidote de Hill est le contrôle conscient de son environnement. C'est peut-être le plus difficile, car ça demande parfois de prendre des décisions difficiles sur nos relations. On a tous entendu ce cliché, mais il est terriblement vrai. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Vous pouvez être le plus courageux du monde. Si vous baignez en permanence dans la négativité, votre énergie finira par s'épuiser. Contrôler son environnement ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde. Ça veut dire choisir consciemment qui a le droit d'influencer vos pensées, devenir un gardien impitoyable de ce qui entre dans votre esprit. Il va plus loin avec son concept de mastermind. Il ne suffit pas d'enlever le négatif, il faut activement chercher le positif. Un mastermind, c'est une alliance avec une ou plusieurs personnes qui vous tirent vers le haut et vous tiennent responsable de vos objectifs. Votre plan d'action concret. 1. L'audit environnemental. Listez les 10 personnes que vous fréquentez le plus. À côté de chaque nom, mettez un plus, un ou un 0. Plus pour ceux qui vous donnent de l'énergie et vous inspirent. Pour ceux qui vous drainent, se plaignent ou sont cyniques. 0 pour les neutres. Cette liste est pour vous, alors soyez honnête. 2. La stratégie de reconfiguration. Pour les CAF, réduisez le temps passé avec eux ou changez de sujet de conversation. Ne participez plus aux plaintes. Pour les plus, augmentez le temps que vous leur consacrez. Organisez des appels, des déjeuners. 3e, le régime informationnel. Pendant une semaine, faites une diète médiatique. Pas de JT, pas de site d'actu en continu. Pas de scroll passif sur les réseaux. Remplacez ce temps par des livres, des podcasts constructifs, l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Observez le changement sur votre clarté d'esprit et votre énergie. C'est radical. 4e, la création de votre mastermind. Identifiez 1 ou 2 personnes qui ont des ambitions similaires. Proposez-leur un pacte simple, un appel de 30 minutes toutes les 2 semaines pour parler de vos buts, vos défis, vos progrès. Le simple fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un décuple votre engagement. Secret numéro 4. L'esclavage de l'immédiateté, le manque d'autodiscipline. Même avec un but, du courage et un bon environnement, il reste un ennemi intérieur que le diable adore, notre désir de tout de suite, le manque d'autodiscipline. La confession du diable, si Hill lui demandait comment il brise la volonté des plus déterminés, le diable expliquerait « L'autodiscipline est la clé qui me ferme la porte au nez. Sans elle, même la meilleure forteresse mentale est une passoire. » Ma stratégie est de rendre l'échec confortable et le succès difficile. Je le fais avec le culte de l'immédiateté. Je leur murmure « Pourquoi faire ça maintenant ? Fais-le demain. Profite un peu, tu l'as bien mérité. » La procrastination, c'est ma drogue préférée. Elle est douce au début, mais elle crée une dépendance qui détruit toute ambition. Je ne les pousse pas à faire de grandes erreurs, juste de petits compromis. Manger ce gâteau au lieu de la salade. Regarder un épisode de plus au lieu de lire un chapitre. Appuyer sur snooze. Chaque décision semble insignifiante, mais ce sont des termites. Elles rongent les fondations de la volonté. Quelqu'un qui ne se contrôle pas dans les petites choses ne se contrôlera jamais dans les grandes. Il devient esclave de ses appétits. L'autodiscipline, continue-t-il, c'est choisir entre ce que tu veux, maintenant, et ce que tu veux, le plus. Mon travail est de rendre le maintenant si irrésistible que les gens oublient le plus.
Quand la récompense n'arrive pas assez vite, ils abandonnent et retournent dans la dérive confortable que j'ai créée pour eux. La leçon et l'antidote. Pour Hill, l'autodiscipline, ou la maîtrise de soi, n'est pas une punition. C'est la seule vraie liberté. C'est la capacité de commander à son propre esprit plutôt que d'être commandé par lui. La discipline n'est pas innée, c'est un muscle. Elle se construit avec la répétition. Chaque fois que vous choisissez l'effort à long terme plutôt que la facilité, vous renforcez ce muscle. Chaque fois que vous cédez, vous l'atrophiez. Le point de départ, c'est de comprendre que chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Manger sainement, c'est voter pour devenir une personne disciplinée. Travailler sur votre projet quand vous êtes fatigué, c'est voter pour devenir quelqu'un qui se tient à ses promesses. Votre plan d'action concret, donc la promesse unique. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez une seule habitude, petite et réalisable, et tenez-vous-y pendant 30 jours, quoi qu'il arrive. Exemple, méditez 5 minutes chaque matin. Pas de téléphone la première heure de la journée. Le but n'est pas l'habitude elle-même, mais de prouver à votre cerveau que quand vous décidez quelque chose, vous le faites. 2. L'architecture de la facilité. Ne comptez pas que sur votre volonté. Rendez la bonne décision facile et la mauvaise difficile. Vous voulez manger sain? Préparez vos repas et jetez la malbouffe. Vous voulez lire plus? Mettez un livre sur votre oreiller et laissez votre téléphone chargé dans une autre pièce. 3e, la règle des 2 minutes. Pour battre la procrastination, si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Ne la reportez pas. Répondre à un mail court, ranger son bureau. Ça crée un élan et libère votre esprit. 4e, le contrat avec soi-même. Pour un grand objectif, écrivez un contrat avec vous-même. Décrivez le but, les étapes, la récompense si vous réussissez et la punition si vous échouez. Par exemple, donnez de l'argent à une cause que vous n'aimez pas. Partagez-le avec votre mastermind. La pression sociale positive, ça marche. La maîtrise de soi n'est pas une question de perfection, mais de direction. Chaque jour, vous votez pour la liberté ou pour l'esclavage de l'immédiateté. Choisissez bien. Secret numéro 5. L'amnésie de l'échec. Le diable a une autre ruse subtile pour s'assurer qu'on ne progresse jamais vraiment. Il fait en sorte qu'on oublie nos propres erreurs. La confession du diable, c'est une de mes meilleures astuces, confie-t-il à Hill. Je laisse les gens échouer, j'adore ça, mais je m'assure qu'ils ne tirent jamais la bonne leçon. Je les plonge dans une sorte d'amnésie. Quand leur projet foire, je les pousse à accuser l'économie, leur partenaire, n'importe quoi, sauf leur propre plan. Quand une relation se termine, je les encourage à diaboliser l'autre sans jamais regarder leur propre rôle. Ils répètent les mêmes erreurs en boucle, en espérant un résultat différent. C'est ma définition de la folie, et c'est mon terrain de jeu. Leur ego est mon meilleur allié. C'est plus facile de se dire « pas de chance » que de faire l'autopsie honnête et douloureuse de son échec. Analyser demande de l'humilité, et les dériveurs détestent ça. Alors ils oublient, passent à autre chose et tombent dans le même piège un peu plus loin. Je n'ai même pas besoin d'inventer de nouvelles ruses. Les anciennes marchent parfaitement, car mes sujets ne s'en souviennent jamais. La leçon et l'antidote, on contre ça avec un des principes les plus profonds de Hill, apprendre de l'adversité. Mais il ne s'agit pas juste de voir le bon côté des choses, il s'agit d'une analyse froide, systématique et honnête de chaque échec. Il était formel. Chaque échec porte en lui le germe d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Mais cette graine ne pousse que si on la cherche. L'échec n'est pas le verdict final, c'est une information. C'est le monde qui vous donne un cours particulier sur ce qui ne marche pas. Ignorer cette leçon, c'est du gâchis. Ceux qui réussissent n'échouent pas moins que les autres. Ils échouent souvent plus. La différence, c'est qu'ils ne vivent jamais le même échec 2 fois. Ils extraient la leçon, ajustent le tir et continuent, plus fort et plus sage. Votre plan d'action concret. 1. Le journal de l'échec. Tenez un carnet dédié à l'analyse de vos erreurs. Dès que quelque chose tourne mal, au lieu de l'ignorer, répondez par écrit à ces 4 questions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les faits, pas les émotions. Pourquoi c'est arrivé? La partie difficile. Soyez honnête sur votre rôle. Manque de préparation? Impulsivité? Avez-vous ignoré des signaux? Quelle est la leçon? Quelles règles? Quels principes pouvez-vous en tirer? Comment vais-je appliquer cette leçon? Quelle action concrète pour ne pas refaire la même erreur? 2e, l'autopsie sans blâme. Quand vous analysez, soyez un scientifique. Le but n'est pas de vous flageller, mais de comprendre la cause, séparer votre identité de l'échec. L'échec est un événement, ce n'est pas vous. Cette distance est essentielle pour être objectif. 3e, le feedback externe. Notre ego nous rend aveugles. Demandez un avis honnête à quelqu'un de confiance. Votre mastermind est parfait pour ça.
Posez des questions comme « De ton point de vue, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» ou « Est-ce que je rate un truc ?» Soyez prêt à entendre des vérités qui piquent. C'est un cadeau. Transformer l'échec en carburant est un super pouvoir. C'est l'alchimie qui transforme le plomb de la défaite en l'or de la sagesse. Secret numéro 6, la paralysie du temps. Le diable adore manipuler notre perception du temps. Il nous paralyse avec deux techniques, le plus tard et le jamais. La confession du diable, le temps, c'est mon jouet préféré, dit le diable. Je peux l'étirer ou le contracter dans l'esprit des gens pour les rendre totalement inefficaces. J'ai deux méthodes, le plus tard et le jamais. Pour les petites tâches, celles qui construisent l'élan, j'utilise le plus tard. C'est le royaume de la procrastination. Je leur fais croire qu'ils doivent être d'humeur pour agir. Résultat, plus tard devient demain, puis la semaine prochaine, et finalement un jour, et un jour, c'est le code pour jamais. Pour les grandes décisions qui changent une vie, j'utilise le jamais. C'est la prudence excessive, un autre nom pour la peur. Je leur fais croire que chaque décision est gravée dans le marbre. Ils passent des mois, des années à peser le pour et le contre, cherchant une certitude qui n'existe pas. Ils sont paralysés par l'analyse. Ils attendent le moment parfait. Mais le moment parfait est un mirage que j'ai créé pour les garder immobiles. Ne pas décider, c'est une décision. Celle de laisser les autres décider pour eux. Et hop, retour à la dérive. Secret numéro 6, la paralysie du temps. Le diable adore manipuler notre perception du temps. Il nous paralyse avec deux techniques, le plus tard et le jamais. La confession du diable, le temps, c'est mon jouet préféré, dit le diable. Je peux l'étirer ou le contracter dans l'esprit des gens pour les rendre totalement inefficaces. J'ai deux méthodes, le plus tard et le jamais. Pour les petites tâches, celles qui construisent l'élan, j'utilise le plus tard. C'est le royaume de la procrastination. Je leur fais croire qu'ils doivent être d'humeur pour agir. Résultat, plus tard devient demain, puis la semaine prochaine, et finalement un jour, et un jour, c'est le code pour jamais. Pour les grandes décisions qui changent une vie, j'utilise le jamais. C'est la prudence excessive, un autre nom pour la peur. Je leur fais croire que chaque décision est gravée dans le marbre. Ils passent des mois, des années à peser le pour et le contre, cherchant une certitude qui n'existe pas. Ils sont paralysés par l'analyse. Ils attendent le moment parfait. Mais le moment parfait est un mirage que j'ai créé pour les garder immobiles. Ne pas décider, c'est une décision. Celle de laisser les autres décider pour eux. Et hop, retour à la dérive. Votre plan d'action concret 1. Mangez la grenouille chaque jour. Identifiez votre tâche la plus importante et la plus difficile, la grenouille. Faites-la en premier, avant tout le reste. Une fois la grenouille avalée, le reste de la journée paraît simple. 2. Le bloc de temps intentionnel, time blocking. Au lieu d'une simple to-do list, organisez votre journée en bloc dans votre agenda. 9h, 11h, projet X, téléphone en mode avion. Pendant ce bloc, vous ne faites que ça. Vous dirigez activement votre temps. 3e, le test de réversibilité. Face à une grande décision qui vous paralyse, demandez-vous, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est réversible. Si c'est 7 ou plus, donnez-vous 24 heures pour décider. Donnez-vous la permission de vous tromper. Une mauvaise décision est souvent meilleure qu'aucune décision. 4e, la règle des 70%, Jeff Bezos l'utilise. Si vous avez 77% des informations que vous voulez, décidez. Si vous attendez 90% ou 100%, vous êtes trop lent. Visez une décision assez bonne et rapide, plutôt qu'une décision parfaite et tardive. Secret numéro 7, la discorde intérieure, le manque d'harmonie. Le dernier secret, la touche finale, c'est de s'assurer que même si une personne maîtrise tout le reste, elle reste déséquilibrée de l'intérieur. C'est le manque d'harmonie. La confession du diable, imaginons qu'une personne tenace m'échappe, dirait le diable. Elle a un but, du courage, un bon entourage, de la discipline. Elle apprend de ses erreurs et elle agit. Elle est dangereuse. Ma dernière défense est de créer la discorde. Je la pousse aux extrêmes. Si elle est focus sur son travail, je lui fais oublier sa santé. Elle mange mal, dort peu, ne fait pas de sport, son corps finit par lâcher. Ou alors, je la pousse à négliger ses relations. Elle atteint le succès, mais se retrouve seule et amère. C'est une victoire pour moi. Un succès sans épanouissement est un échec déguisé. L'harmonie, c'est la synchronisation de l'esprit, du corps et du cœur. Mon travail est de les désynchroniser. Je crée un conflit entre ses pensées et ses actions. Elle sait qu'elle devrait être honnête, mais je la pousse à un petit mensonge pour un gain rapide. Cette incohérence crée une fissure dans son âme, une culpabilité qui ronge son estime de soi. Une personne qui vit en désaccord avec elle-même ne peut jamais être vraiment puissante. Elle est en guerre civile permanente.
La leçon est l'antidote. L'antidote final de Hill est l'harmonie. C'est l'alignement de tous les domaines de sa vie, santé, relations, finances, spiritualité. Le succès durable n'est pas un pic isolé, c'est une élévation générale. À quoi bon être riche si on est malade et seul? L'harmonie, c'est quand vos actions quotidiennes sont en accord avec vos valeurs profondes. C'est prendre soin de votre corps comme du temple de votre esprit. C'est nourrir vos relations. C'est faire en sorte que votre façon de gagner votre vie soit alignée avec la personne que vous voulez être. C'est l'état où il n'y a plus de friction intérieure. Toute votre énergie est disponible pour votre objectif principal. C'est l'état de flow ultime, pas juste dans une tâche, mais dans la vie. Votre plan d'action concret. 1. La roue de la vie, un petit exercice visuel. Dessinez un cercle, divisez-le en 8 parts. Carrière, finances, santé, relations, amour, développement perso, loisirs, environnement. Notez votre satisfaction de 0, centre, à 10, bord, pour chaque part. Reliez les points. Votre roue peut-elle rouler? Ça vous donne une image parfaite de vos déséquilibres. Deuxième, l'action d'harmonisation. Choisissez là ou les deux sections avec le score le plus bas. Définissez une petite action hebdomadaire pour l'améliorer. Santé à 3, marchez 30 minutes 3 fois par semaine. Le but n'est pas d'être à 10 partout, mais de commencer à équilibrer la roue. Troisième, le check-in des valeurs. Listez vos 3 à 5 valeurs clés. Honnêteté, liberté, créativité. À la fin de chaque semaine, demandez-vous, est-ce que mes actions étaient en accord avec mes valeurs? Sinon, pas de jugement. Juste, qu'est-ce que je peux faire la semaine prochaine pour être plus aligné? Quatrième, la planification holistique. Quand vous planifiez votre semaine, n'y mettez pas que du travail. Planifiez du sport, un dîner en amoureux, de la lecture. Traitez ces rendez-vous avec vous-même et vos proches avec le même sérieux qu'une réunion pro. Ils le sont. On vient de parcourir ensemble les 7 pièges personnels décrits par Napoléon Hill. On a démasqué les stratégies du diable. 1. La dérive hypnotique, contrée par la précision de l'objectif. 2. Les 6 peurs fondamentales, contrées par l'apprentissage par l'adversité. 3e, la contamination environnementale, contrée par le contrôle de l'environnement. 4e, l'esclavage de l'immédiateté, contrée par la maîtrise de soi. 5e, l'amnésie de l'échec, contrée par l'analyse de nos erreurs. 6. La paralysie du temps, contrée par l'action rapide. 7. La discorde intérieure, contrée par la recherche de l'harmonie. Ces principes ne sont pas des théories, ce sont des lois. Comme disait Hill, connaître la vérité et ne pas l'appliquer, c'est comme ne jamais l'avoir entendue. Savoir tout ça, ça ne suffit pas. C'est l'application quotidienne qui fait toute la différence. Le combat n'est pas un événement unique. C'est une pratique de chaque jour. C'est le choix, à chaque instant, de la clarté sur la confusion, du courage sur la peur, de l'intention sur la dérive. Aujourd'hui, vous avez la carte. Vous connaissez les pièges et les sorties de secours. La question n'est plus de savoir quoi faire, mais si vous allez le faire. Alors, voilà ce que je vous propose. Le premier pas pour sortir de la dérive, c'est de prendre une décision et de la déclarer. Dans les commentaires, identifiez le secret qui résonne le plus en vous en ce moment. Quel est le piège qui vous retient le plus? La dérive? La peur de la critique? La procrastination? Partagez-le. Juste l'écrire, c'est un acte de défi. C'est le premier pas pour reprendre les commandes. Et en lisant les autres, vous verrez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Si cette analyse vous a aidé et que vous voulez plus de contenu pour déjouer les pièges de la médiocrité, abonnez-vous et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de vous assurer que votre environnement informationnel travaille pour vous et pas contre vous. Gardez en tête cette phrase puissante de Napoléon Hill, « Votre seule limite est celle que vous avez fixée dans votre propre esprit. » Aujourd'hui, vous avez les outils pour briser ces limites. Le diable est démasqué. À vous de jouer.